On est parti? Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde. On va vous laisser le temps d'arriver, 30 quelques petites secondes. Bonjour tout le monde. Dites-nous si le son est OK. Ah, les gens ne sont pas encore arrivés pour une fois qu'on est à l'heure, bordel. Bonjour, bonjour. Ah, voilà, ça commence à venir. Dites-nous si le son il est correct parce qu'on fait des essais pour éviter les retours sont pas terribles. On espère avoir un meilleur son que la dernière fois. Voilà. Je vais dire. Alors dites-nous niveau son ce que ça donne. Bon, a priori, le son est top. Moi, j'aime bien quand le son il est top. Salut, salut. Donc, ce soir, bon, laisse tomber, mon truc ne fonctionne pas. Comme vous le savez, ce soir, on va vous parler avec notre ami Fabien Fiasco, auditeur émérite de l'alimentation anti-endométriose, de ce qu'est, de l'intérêt qu'apporte la micronutrition, voilà son livre, concernant donc l'intérêt de la micronutrition par rapport à l'endométriose. Ce qui fait que, voilà, on va donc aborder les différentes questions que tout le monde se pose sur ce qu'est la micronutrition. Est-ce que ce sont des micro-aliments? Exactement. Si tu veux que je fasse un petit Yes. résumé de ce que c'est. Alors, à la base, la micronutrition, c'est l'étude des micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, par exemple. Mhm. Euh, donc, l'étude de ces micronutriments et leur utilisation par des choix alimentaires spécifiques et l'utilisation de compléments alimentaires qui contiennent ces micronutriments, euh, toujours par exemple des vitamines, des minéraux, des antioxydants, ça peut être des acides gras, des acides aminés, toutes sortes de substances. Acide gras, acide aminé. Voilà, les acides gras, ce sont des composants qu'on retrouve dans les lipides, dans les graisses, et les acides aminés sont les blocs de construction des protéines. Et on peut, avec la micronutrition, prendre tel ou tel acide gras, tel ou tel acide aminé, euh, alors, parfois pour combler une carence, mais aussi parfois pour déclencher un phénomène physiologique, surtout avec les acides D'accord. aminés. Voilà. Donc, du coup, à la base, c'est les micronutriments. Après, dans la micronutrition, il y a toujours de la nutrition globale. Il n'y a pas de micronutrition Oui, sans c'est nutrition normale. Et souvent, il y a, en plus vraiment des micronutriments, souvent de la phytothérapie associée. Donc, souvent, il y a des plantes avec les micronutriments. C'est pas que les micronutriments. Certaines substances, parfois, euh, comment dire, on ne peut pas toujours les obtenir dans l'alimentation, donc c'est des formes plus concentrées ou avec des formes spécifiques qui sont mieux absorbées. Voilà, donc c'est l'utilisation de ces micronutriments sous forme de gélules ou d'autres formes galéniques euh, Il y dans le a but de quoi? traiter des problèmes de santé. Il y a quoi? Voilà. T'as Pardon? dit galénique, ça veut dire quoi? La forme galénique, c'est la forme de la forme du produit, que ce soit une gélule, un sachet, de la poudre, un liquide, etc. C'est ça la forme galénique. Voilà. D'accord. Après, la micronutrition aussi, sachez que ça peut comment dire, être nommé différemment, suivant qui en parle, suivant quelle école en parle, quel institut en parle, quel labo en parle. On peut utiliser des noms différents. Micronutrition, nutrithérapie, c'est kiff-kiff, hein, c'est pareil. Ouais. Physionutrition. Et les médecins qui utilisent beaucoup la micronutrition associée avec beaucoup de bilans biologiques utilisent maintenant le terme de médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc en gros, c'est à peu près tout pareil, hein. Mais ça fait plus Euh, classe, quoi. oui, voilà. Mais donc c'est pour que vous ne savez pas, pour pas qu'il y ait de confusion avec ces différents termes. C'est un peu tout la même chose, si vous voulez. Donc c'est les micronutriments ou des substances
autres que des micronutriments, parce que ce n'est pas forcément des choses qui nourrissent le corps, ça peut être des substances qu'on trouve dans, comme les polyphénols, par exemple, ne sont pas directement faits pour nourrir le corps, pourtant c'est une action sur le corps. Euh, donc ces micronutriments, la nutrition globale, c'est un peu tout ça. Et D'accord, donc ensuite, j'essaye comment... de résumer ce que tu viens de dire, histoire de vulgariser et d'être sûr que j'ai compris, hein. Donc la micronutrition, c'est pas des micro-aliments, hein, c'est toutes ce qui compose les aliments, tels que les vitamines, les minéraux, les omégas, ce genre de choses dont on parle souvent en fait. Exactement, Et tout à fait. les acides aminés qui sont des fragments de protéines. Tu les assembles ensemble, tu Exactement, fais c'est ça. une ou plusieurs protes. D'accord. Après, Et il y a donc, encore plein d'autres choses, les caroténoïdes, les polyphénols, toutes sortes de choses qui sont utilisées en micronutrition. en gros, de ce que je comprends, c'est un aliment craqué, pour reprendre l'expression d'un chercheur, je crois que c'est au CNRS, où il disait qu'on fractionnait les aliments en tellement de petits morceaux qu'aujourd'hui, l'alimentation moderne n'était plus du tout nourrissante. Mais là, en l'occurrence, on s'en sert pour récupérer toutes ces petites substances, pour les isoler, en fait, Voilà, toutes ces petites substances, sans exactement. avoir à ingérer. Parce que s'il nous faut à manger 1 kilo de poisson pour avoir, je dis n'importe quoi, 300 grammes d'oméga 3, alors qu'il nous faut 1 kilo d'oméga 3, je force le trait, c'est juste pour vulgariser, hein. Forcément, on va peut-être pas manger 5 kilos de poisson par jour pour avoir Après, le quota. Bon, ouais, c'est des en fait, il y ratios a que j'invente, hein. N'allez pas manger 5 kilos de oui, poisson. oui, tout à fait, c'est fortement déconseillé. Mais je peux reprendre tes exemples. En reprenant tes exemples, il y a deux, trois trucs qu'on peut dire, on peut rebondir sur ce que tu dis. Les oméga 3, par exemple, euh, on ne peut pas consommer autant qu'on veut de poissons, même des petits poissons gras, parce qu'on va s'exposer à des polluants. Si on dit, tiens, je vais manger des sardines tous les jours, ok, ils sont moins pollués que des poissons plus gros, des poissons prédateurs, mais il y a quand même de la dioxine dedans. Donc, on ne peut pas consommer du poisson gras tous les jours, alors qu'on peut trouver des compléments alimentaires d'huile de poisson décontaminée, distillée avec une distillation moléculaire, pour enlever le mercure, la dioxine, les PCB par exemple. Voilà. Chose que je conseille dans le bouquin d'ailleurs. Et pour en revenir à d'autres choses que tu disais sur le fractionnement d'aliments, il y a Mhm. certaines substances en micronutrition qui sont utilisées avec des brevets, avec des formes spéciales qui permettent d'augmenter l'absorption. Par exemple, le resveratrol, par exemple, euh, qu'on a dans certains compléments, c'est extrêmement mal absorbé. Il existe des formes micronisées qui sont mieux absorbées. La curcumine, la curcumine est très très faiblement absorbée. Il y a des curcumines spéciales qui utilisent euh, une technologie particulière pour que ce soit mieux absorbé. Donc, c'est pas D'accord. toujours la même chose. On ne peut pas dire, euh, pour certaines substances en tout cas, l'alimentation peut suffire ou je peux avoir suffisamment. Donc, la micronutrition, c'est ça, parce que Oui, sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun intérêt à prendre une gélule si on peut avoir la substance par l'alimentation. Donc, c'est toujours quand on a une carence ou qu'on veut une dose plus forte ou qu'on veut obtenir une assimilation augmentée, ou bien ou quand c'est une substance qui n'est pas forcément présente dans l'alimentation, ou en tout cas qui n'est pas en quantité significative. d'accord. Donc, Là, que on je peut prendre. résume. La micronutrition est donc complémentaire à l'alimentation. Il ne s'agit pas de se dire, je vais me gaver de gélules et puis manger de la salade verte. C'est Exactement. simplement des aliments des micronutriments qui, pour le coup, ont été retravaillés, soit pour pouvoir augmenter la quantité qu'on va en absorber, parce qu'effectivement, à un moment, le curcuma, moi, je sais pas pour vous, mais j'en peux plus, hein. Il y a des limites. Moi, je vais pas le sniffer, le curcuma, c'est juste plus possible. Les oméga 3 pour les mêmes raisons. Enfin, il y a des quantités à partir duquel, entre l'absorption et les quantités nécessaires pour que ce soit efficace, font que l'alimentation seule ne suffit pas. Mais en l'occurrence, l'alimentation, c'est la base. Ça, je C'est la base. vulgarise pour tout le monde. Ah C'est oui, vrai. c'est absolument nécessaire. Euh, une gélule ou autre chose ne pourra pas rattraper un mauvais mode de vie et une mauvaise alimentation, ça c'est sûr. Et après, Voilà. ce que je voulais dire aussi en intro, c'est comment fait-on pour la nutrition? Comment se passe une consultation en micronutrition? Alors, il y a plusieurs outils qui sont utilisés en micronutrition. Il y en a deux principaux, pour faire simple. Il y a les questionnaires fonctionnels. En gros, Mhm. soit c'est du papier et la personne coche sur un questionnaire
des symptômes et l'intensité de ces symptômes. Soit c'est informatisé. Moi, j'utilise plusieurs questionnaires informatisés que j'envoie aux patients. Après, ils remplissent en ligne en cochant des cases. Je reçois les résultats et ça me sort des graphiques ou des scores, etc. Et grâce aux graphiques et surtout aux scores, on peut faire des choix. On peut se dire, on va travailler plutôt les intestins en premier, plutôt telle chose, etc. Donc, soit des questionnaires papier, soit des questionnaires informatisés qui font une grande partie du travail pour trier les informations, parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est le premier truc, premier outil. Et après, le deuxième outil, c'est les bilans biologiques qu'on peut demander à son médecin. Alors attention, si le médecin ne fait pas de micronutrition, il risque de ne pas du tout connaître, mais bon, je vais vous en parler ce soir. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a certains laboratoires qui acceptent de faire certains tests sans prescription, sachez-le. Donc, il y a ce deuxième outil, c'est faire des bilans biologiques. Alors, bilan biologique, ça veut dire des prises de sang ou des recueils d'urine, ou même parfois de la salive ou autre chose. Bon, mais globalement, c'est souvent des prises de sang et parfois des recueils d'urine. Ça, c'est les outils de micronutrition, les questionnaires fonctionnels et les bilans en laboratoire. Et à partir de ça, on peut faire des choix de micronutriments, de substances, de compléments alimentaires, même de phytothérapie aussi, et d'alimentation, puisqu'on ne fait jamais de micronutrition sans nutrition basique. Voilà. Ça, c'est Voilà. pour vous parler. Pour des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est ça. C'est voilà, c'est l'essence même de la micronutrition. Voilà. D'accord. Donc, après cette petite intro, on va donc rentrer dans le vif du sujet qui sont, donc là, tu viens de nous aborder les outils utilisés. Quel est le bilan, enfin, quel bilan pour quelle perturbation, en fait? Ouais. Alors là, pour pas être trop long, j'ai fait une petite liste des choses On qui s'améliore, on s'améliore. ouais, ouais, je vais m'améliorer un petit peu, promis. Des choses qui pourraient être utiles à doser pour l'endométriose. Mhm. Alors, normalement, votre médecin, il vous a fait des tests sanguins classiques, l'ANFS, numération formule sanguine, souvent les enzymes du foie, souvent la ferritine pour le statut en fer, souvent un bilan hormonal, œstrogène, progestérone, etc. Donc tout ça, c'est bien. Ça peut servir pour la micronutrition. On peut, euh, on peut demander des choses en plus. C'est un peu de ces choses-là dont je vais vous parler. La première chose, et très important, de faire doser sa vitamine D. Voilà. Donc ça, je le dis tout le temps sur Facebook ou autre. La vitamine D, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Avec l'endométriose, déjà, on remarque que certaines femmes atteintes d'endométriose ont un statut de vitamine D plus bas que Statut de vitamine B plus bas voulant dire carence. voilà, des déficients ou carences. Euh, et à côté de ça, on sait que la vitamine D, elle est anti-inflammatoire, anti-proliférative et anti-œstrogénique par rapport à son effet sur l'aromatase, qui est une enzyme qui permet de fabriquer des œstrogènes à partir des androgènes. Voilà, vous savez peut-être que même si une femme est ménopausée de Mhm. n'importe quelle manière que ce soit, naturellement, artificiellement, par l'âge, jeune, vieille, peu importe, que ce soit médicamenteux ou physiologique, euh, il y a encore des œstrogènes dans le corps, hein. Voilà. Même si les ovaires sont mis à l'arrêt, il y a encore des œstrogènes dans le corps. Même une femme ménopausée âgée aura toujours des œstrogènes dans le corps parce qu'elle est capable d'en fabriquer à partir d'autres hormones fabriquées par les glandes surrénales qui sont en fait modifiées par une enzyme. Cette enzyme s'appelle l'aromatase et permet de fabriquer des œstrogènes. Donc, la vitamine D a un effet, elle bloque un petit peu cette enzyme, elle a un effet antiprolifératif, elle a un effet anti-inflammatoire et elle a un effet aussi, j'ai oublié de dire, immunomodulateur. Ça veut dire qu'une personne qui a des défenses immunitaires trop basses, ça va l'aider. Une personne qui a des défenses immunitaires complètement farfelues, suractivées, ça va les calmer. Alors, deux exemples. En Ah, hiver, immunorégulateur, effectivement. Donc, ça va. voilà, Voilà, ok. dans les deux sens. Par exemple, en hiver, on peut prendre de la vitamine D. Il faudrait d'ailleurs en prendre pour avoir de meilleures défenses immunitaires. Ah, moi, j'ai jamais eu un aussi beau teint.
Voilà. Pour éviter la grippe, par exemple, alors là, en ce moment, avec le Covid-19, on a de plus en plus de preuves de l'importance de la vitamine D, par exemple. Donc, avoir un meilleur taux de vitamine D, vous avez des meilleures défenses et vous tombez malade moins souvent. Et au Mm. contraire, pour des personnes qui auraient une maladie auto-immune, où le système immunitaire se retourne contre soi, où il est hyperactif et où il y a des auto-anticorps, pour calmer le système immunitaire, la vitamine D à forte dose a ces effets-là aussi. Donc, ça a des effets immunomodulateurs, ça régule l'immunité dans les deux sens, quand elle manque ou quand elle est trop forte. Donc, la vitamine D, c'est super important. Donc, on peut en prendre à l'aveugle. Si vous dites, j'ai pas de dosage, qu'est-ce que je fais? J'en prends pas. On peut en prendre des doses modérées à l'aveugle sans risque réel pour la santé. C'est pas trop méchant jusqu'à 2000 unités par jour, 2000 UI, unités internationales. Au-delà, il faut quand même faire doser. Il ne faut pas en prendre 4000, 5000 sans faire doser. Ça, c'est pas très raisonnable. Par contre, si vous prenez 1000 unités par jour ou 2000 unités, grand max, vous pouvez prendre à l'aveugle. D'accord. Le Moi, mieux c'est à quand peu même, près ce que je c'est de fais. le faire doser. Vous demandez à votre médecin, voilà, docteur, je veux vérifier la vitamine D. Ça vous coûtera 12 euros, parfois un peu plus, ça dépend des labos, non remboursé par la Sécu. Donc, ça ne coûte rien à la Sécu, ça ne coûte rien à la société. Vous ne Ça vous coûtez coûte rien. qu'à vous, mais ça rapporte gros. Exactement. Euh, vous avez ce dosage de vitamine D et là, vous voyez si vous avez besoin d'en prendre. J'explique une autre petite chose importante. En hiver, à cause de la latitude de la France, euh, on ne peut pas fabriquer de la vitamine D en hiver, automne-hiver. Sans rire, je bronze pas en hiver. Non, attention. La vitamine D, Oui, il je ne faut pas sais. le bronzage. Non, non, mais c'est Ouais, enfin, en important. tout cas, ça y contribue, hein. Non, non, il ne faut pas confondre la réaction des rayons du soleil avec la mélanine pour bronzer et la vitamine D. Ça n'a rien à voir. En fait, comment dire, la vitamine D, elle va avoir besoin des UVB avec une certaine longueur d'onde. Et si les rayons sont trop à l'oblique, par rapport à la saison, en fait, si les Mhm. rayons sont trop obliques, eh ben, ça ne marchera pas. Il n'y a pas la bonne longueur d'onde Pour d'UVB. fabriquer de la vitamine D. Ouais, en fait, on ne fabrique pas en automne et en hiver. Vous allez, je ne sais pas, au sport d'hiver à la neige. Voilà, avec la réverbération du soleil sur la neige, vous bronzez, vous prenez des coups de soleil, vous cramez, en tout cas pour ceux qui ont la peau très blanche et qui sont sensibles au soleil. Ouais, moi, je vois, Et, ça va. et donc, du coup, vous dites, chouette, j'ai un peu pris des couleurs, donc j'ai fait de la vitamine D. Alors, faux, si c'est l'hiver, ça ne marchera pas. Donc, première chose, D'accord. donc du coup, Non, non, mais n'importe en fait, qui, c'est. Vas-y, termine. c'est très important parce que Oui. si on a la peau qui fonce au soleil en hiver, parce qu'il y a quand même du soleil parfois, hein, et ben, en fait, ça ne marche pas pour la vitamine D. Ensuite, autre chose très important, plus la peau est sombre, plus la peau est mate, voire la peau noire, moins on fait de vitamine D. En fait, plus la peau est foncée, plus il y a de mélanine, plus ça filtre les rayons. Voilà. Donc, pour une personne qui est mate, ou qui est métisse, ou qui a la peau Ou noire, noir, tu peux le voilà, dire, c'est pas plus grave. la peau est foncée, plus la mélanine est présente, et plus ça filtre, et moins il y a de vitamine D. Donc, Donc, en euh, résumé, attends que je comprenne bien, parce que forcément, on est beaucoup concerné par la vitamine D. Tu prends de la vitamine D en hiver, c'est une excellente chose puisqu'il n'y a pas de rayon pour tout le monde, en fait, pour là, tout je le te réponds monde. pour tout le monde, exactement. Ensuite, pour les personnes, si je comprends bien ton raisonnement, aux peaux les plus claires, le tout, on est d'accord, là, on parle sans bilan. Après, si votre médecin vous dit de faire autre chose, c'est un autre sujet. Mais là, on va dire que nous, clairement, on a un petit peu, pas à l'aveugle, mais presque, même si ça commence un petit peu à se démocratiser, la gestion de la douleur par l'alimentation au sens large. Si par contre, tu as la peau plutôt blanche, l'été, c'est pas nécessaire de se supplémenter, a priori. Alors, là, si, ah oui, alors, en fait, en été, on va pouvoir fabriquer naturellement de la vitamine D. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est l'idéal, c'est d'avoir les dosages pour voir à quel point on est, à quel niveau on se trouve, pour voir si on a besoin de quand même prendre de la vitamine D, même en été.
il y a certains médecins qui en prescrivent toute l'année, Oui, oui, tous les jours, tout y à compris fait. l'été. Euh, alors après, il y a plusieurs choses. Si la personne a la peau très blanche, elle va se mettre de la crème solaire qui filtre les UVB et qui empêche de faire la vitamine D. Donc du coup, Ça, c'est une personne royal, qui ça, en crame, fait. une personne qui crame au soleil, en fait, le truc, c'est qu'elle s'expose au soleil et c'est avant d'avoir eu le coup de soleil qu'elle a fait sa vitamine D. Voilà. Donc D'accord. en fait, Oui, j'avais lu euh, ça, qu'en gros, on sait qu'on a atteint, entre guillemets, son quota de vitamine D quand on chope un coup de soleil. Enfin, je vulgarise, mais c'est en un fait, c'est article de déjà fait avant. vulgarisation. C'est déjà fait avant. Donc en fait, c'est Oui, plutôt enfin, la on a fréquence. atteint le… Voilà. Voilà, c'est ça. Une personne qui reste 10 heures par jour au soleil, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être tous les jours un peu au soleil qu'une fois toute la journée. Une fois toute la journée, on brûle, alors que tous les jours, on fait de la vitamine D sans brûler. Ça, c'est important. D'accord. Ensuite, il y a autre chose qui est important. Euh, euh, deux autres choses. Première chose, euh, pour les filles qui ont la peau noire, si vous évitez le soleil pour pas avoir la peau qui noircit trop, bah vous faites pas du tout de vitamine D, puisque déjà avec la mélanine, vous filtrez plus les rayons. Donc du coup, c'est super important de doser la vitamine D parce que les personnes à peau noire auront beaucoup plus de risque de carence en vitamine D. Ça, c'est flagrant, hein. Bah, Par clairement, exemple, j'avais fait mon seul et unique bilan sur la vitamine D, puisque j'avais jamais entendu parler de ça avant tout récemment que je m'intéresse à l'alimentation, tous ces trucs-là, quoi. Donc, j'ai dû en faire un il y a maintenant 5 ans et j'en avais jamais fait avant, jamais été supplémentée, puisque bon, bah voilà, hein, les gens, enfin, d'une manière générale, on ne vous parle pas de ces choses-là. Et mon médecin, qui était à l'époque micronutritionniste, m'avait fait faire un bilan. Et déjà, là, de base, j'étais en carence. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas fait gaffe. Moi, je m'étais focalisée sur un truc dont on parlera plus tard, qui est la CRP. Mais en l'occurrence, la vitamine D, déjà, elle était dans les choux à l'époque. oui, bah ça c'est toi, mais n'importe quelle personne finalement, hein. Mm. J'ai fait doser ma vitamine D l'hiver dernier, c'était la cata. Pourtant, je m'étais volontairement exposé au soleil l'été, j'avais pris un peu de vitamine D en automne. En hiver, je n'avais plus, j'avais arrêté d'en prendre. Ma prise de sang était complètement claquée, j'avais plus de vitamine D, quoi. Donc la vitamine D, faites un test, voyez comment elle est. Bon, après, on peut faire des petits calculs ou avoir deux, trois petites formule pour savoir quelle dose prendre. Et surtout, refaites-la doser parce que ça ne sert à rien de pas la refaire doser parce qu'il faut savoir après si ça a marché. Et dans certains cas, ça ne marche pas. Je veux dire pourquoi ça ne marche pas. Déjà, il faut prendre une dose suffisante. Quand on est carencé, il faut prendre des bonnes doses, hein. Des fois 4000, 5000, 6000, des fois même plus par jour. Ça fait Qu'on quand même soit beaucoup plus. d'accord, hein, je le reprécise parce que comme là, on est quand même beaucoup dans la vulgarisation de l'information. Quand on monte à des dosages comme ça, c'est qu'on a consulté, hein. Exactement. Ça, faut pas faire. Quand vous prenez de la vitamine D toute seule, vous prenez 1000 ou 2000 unités par jour sans dépasser ça. Par contre, si vous avez une prise de sang qui montre un déficit, généralement, le prescripteur va vous dire quoi faire. Par contre, c'est vrai que les ampoules que prescrivent la plupart des médecins, euh, pour le générique qui s'appelle cholécalciferol 100 000, qui est le générique du Vestérol, il y a du toluène qui est un perturbateur endocrinien dedans, pas de chance. Il y a les IMAD 50 000, 80 000 et 200 000 qui, eux, ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens, qui sont un préféré, mais il vaut mieux toujours des gouttes journalières, des gouttes, des comprimés ou des capsules journalières, sachant que les gouttes huileuses, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à l'absorption. C'est mieux de prendre de la vitamine D tous les jours plutôt que des mégadoses une fois par-ci par-là. Voilà. Si le taux a du mal à remonter, faites doser la vitamine A, le rétinol, parce qu'une carence en rétinol peut être la cause comment dire, d'un taux de vitamine D qui ne veut pas remonter. Voilà. Alors les explications, on les connaît, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais si vous voyez que ça ne marche pas, ça peut être à cause d'une carence en rétinol, ce qui est assez courant aussi. Après, ça ne peut ne pas remonter parce que vous la prenez mal. Vous la prenez à un repas qui ne contient pas de graisse, pas de lipides. Vous la prenez à 4 heures avec une pomme, vous la prenez le matin, alors vous avez bu juste une tisane, ça ne marche pas. Il faut bien prendre ça avec un repas qui contient des lipides, de l'avocat, de l'huile d'olive, ce que vous voulez, du poisson gras, peu Du importe. gras, quoi. Du Des gras frites, un avec. McDo, non, je plaisante. Voilà, pas de McDo. Et une dernière chose, si vous avez les intestins un peu ruinés, ce qui est souvent le cas malheureusement,
avec ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui est un terme un peu général, si vous avez de l'inflammation intestinale, vous pouvez avoir une mauvaise assimilation intestinale de la vitamine D, qui nécessite d'abord de travailler sur les intestins en premier pour qu'ils puissent eux-mêmes bien absorber la vitamine D. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est tout ce qu'il Donc, faut savoir sur la vitamine D. donc La là, je doser. résume. Hmm. Je résume pour être sûr, si Vas-y, j'ai vas-y. compris, c'est que tout le monde est là, enfin tout le monde il a compris. Comme je fais partie des gens les moins intelligents, je pense que tout le monde aura compris, si je comprends. La vitamine D, c'est pour tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau. On arrête les sketchs autour de ça. Toujours Et est-il aussi, que les... et aussi les filles de confession musulmane qui ont le voile, qui sont très couvertes, parce qu'elles ne vont pas prendre le soleil et elles Mhm. sont souvent très, très carencées en vitamine D. D'accord. Ça, c'est important à savoir. En fait, en fait la vitamine D, vous la faites si vous êtes exposé On au soleil, t'expose. si voilà, s'il y a les bras, les jambes, le torse, n'importe quoi qui expose le visage, qui expose au soleil, plus le corps, plus les parties, plus il y a de parties du corps exposées, plus ça va vite. Si vous avez juste le visage et les avant-bras, ça ira beaucoup moins vite que si vous êtes en maillot de bain à la plage, hein, ça c'est sûr. Donc, Voilà. Donc, le maillot de bain en hiver, hein. non. Puis en plus, en hiver, on ne peut pas faire la vitamine D. Donc, Et en plus. il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs qui jouent. En ville, il y a l'ombre faite par les bâtiments. Il y a la pollution de l'air qui filtre les rayons. Il y a les vêtements. euh, il y a toutes sortes de choses. Il y a la couleur de peau. Il y a plein de choses. Donc, en fait, euh, on peut Donc, être carencé en vitamine D. euh, euh, peu importe la personne. Donc en fait, idéalement, vous faites doser la vitamine D, vous n'allez pas vous ruiner et après, on la corrige. Et si on a effectivement, elle n'est pas remboursée par la Sécu, je reprécise hein, par rapport à tout ce que ouais, tu as dit, parce fait, que je revois les le questions dosage, là, le dosage n'est pas qui remboursé. est le dosage n'est pas remboursé, mais ça coûte une quinzaine d'euros au maximum. Ouais, Donc, ça voilà. vaut le coup de Après, savoir où est-ce qu'on en est. ampoules- les ampoules sont remboursées par la Sécu. Quand vous prenez des compléments alimentaires de gouttes ou de comprimés, ça ne l'est pas. Mais c'est ces formes-là qui sont quand même à préférer. Voilà. Après, personnellement, pour en avoir acheté, ça m'a coûté 20 euros et ça fait un an parce que, à Ouais, raison ouais. de, comme tu disais, Ça coûte pas en, grand-chose. en Tout à fait. automédication, c'est une histoire de 2008 maximum par jour. Bah, franchement, allez, 3 gouttes l'hiver, 2 gouttes l'été, ça fait 18 mois que j'ai le même flacon, hein. Ouais, ça Donc, passe pas. Ça fait voilà, une ruine. donc on est d'accord. La vitamine D, Après, aussi, là, on si vous peut en avez. auto. Attends, je résume parce qu'on être sûr qu'on suit. La Ouais. vitamine D en automédication, c'est maximum 2000 unités. Donc là, on regarde sa boîte de gouttes pour voir combien d'unités il y a dans la goutte et on prend autant pour aller au Voilà. maximum à Et 2000. Au-delà, généralement, c'est marqué oui. Si vous n'avez pas les unités, vous avez des microgrammes, il faut multiplier par 40. Bon, généralement, c'est noté, mais si vous avez par exemple 50 microgrammes fois 40, bah, ça fait 2000. Voilà. C'est rarement noté en microgrammes, mais si c'est le cas, vous multipliez par 40 pour avoir les unités. ouais. Voilà. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai trouvé pour le coup, il y avait même carrément les deux, mais c'était en allemand, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, on n'oublie pas de se faire doser si on se rend compte, si on pense, si on a l'impression qu'il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure. On fait quand même vérifier de temps en temps à 14 euros la prise de sang, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Comme elle n'est pas remboursée, on peut la demander à son médecin pour avoir une prescription. Est-ce que le laboratoire va accepter de le faire sans prescription? Bon, ça reste une vitamine D. Ça, je pense que c'est selon les labos, puisqu'on paye en direct. Ouais, il y en a qui disent oui, il y en a qui veulent pas. Ça, Voilà. je- Ensuite, quand on se supplémente et qu'on se rend compte qu'on ne fixe pas, vérifier le rétinol et la vitamine A, mais là, pour le coup, ça devient quand même assez technique. C'est soit en on fait, va voir un médecin, soit un... tout simplement, prendre la vitamine D et refaire doser. Parce qu'en fait, la prendre sans refaire doser, en fait, on peut toujours être en carence ou être tout juste au début de la norme. euh, et c'est pas vraiment efficace pour modifier l'état de santé de la personne. Et c'est bien de redoser. Parce que c'est que comme ça qu'on se rend compte. Il y en a qui me Voilà, disent, ça fait 6 mois que j'en prends, ça remonte mal, mais il y a peut-être une raison. Soit c'est mal pris, soit c'est pas la bonne dose, soit il y a une carence en rétinol, soit c'est l'intestin ça. est complètement poreux, inflammatoire. Donc il faut faire ça. Donc, Ensuite, un petit conseil pratico-pratique. Moi, je préfère conseiller la vitamine D le soir. Comme elle a une action sérotoninergique et qu'elle a tendance à un peu fatiguer, mettre dans les choux, moi, je trouve que c'est mieux toléré le soir que le matin. Donc, je préfère la conseiller le soir. Si dans votre repas, il y a un petit peu d'huile d'olive ou quelque chose comme ça, ou de l'huile de colza, ben,
avec votre repas du soir, ça va très bien. Voilà. D'accord. Et aussi, on parle souvent de la vitamine K qui est associée à la vitamine D. C'est important de prendre de la vitamine K associée quand on prend des grosses doses de vitamine D. Si vous prenez 1000 unités par jour, ça passe. Si vous prenez 2000 unités, ça passe encore. Au-delà, il faut systématiquement prendre de la vitamine K qui empêche les calcifications. Si vous prenez des mégadoses de vitamine D, bah, même si c'est peu probable, on peut quand même imaginer un risque de calcification ailleurs que dans les os, c'est-à-dire dans les artères ou ailleurs dans l'organisme. Donc, on prend de la vitamine K qui permet en gros, de prendre le calcium qui est dans le sang et de le faire passer dans les os. Voilà. Ça permet l'activation de deux hormones qui sont liées au métabolisme de l'os. Donc, Là, on me c'est pose important. Oui, dis-moi. Là, on me pose une question. Faut-il faire attention? Alors, attends, non. Il faut faire attention à quoi pour la choisir? En gros, à quoi on se rend compte qu'on a besoin de vitamine D? Si on a besoin de Par le vitamine bilan. D par le bilan sanguin et a priori n'importe qui en automne-hiver, parce que j'ai encore jamais vu une personne qui a fait un dosage de vitamine D et qui était OK. Voilà. Bon, en fait, Si vous êtes OK, c'est que vous sortez de l'été et que vous êtes quand même bien, bien, bien exposé. Là, oui, en effet, on peut arriver à avoir des taux corrects. Voilà. Mais en gros, il faut moi, faire un je sais que dosage. j'ai moins de crampes menstruelles quand je prends de la vitamine D. Cet hiver, ça a été génial, alors qu'en général, moi, l'hiver, j'ai du mal puisque je mange moins anti-inflammatoire, en tout cas moins bien, parce que j'ai déjà dit 1000 fois que les légumes d'hiver, moi, ça passe pas, le rutabaga, les topinambours, la vapeur, c'est pas mon truc. Donc, ça passe beaucoup moins. Du coup, j'ai beaucoup plus de mal à manger varié, enfin bon, bref, anti-inflammatoire tel qu'on le pratique sur le groupe. Et effectivement, la vitamine D m'aide bien. Et quand là, il y a du soleil, avec l'été, là, il y a du soleil, quand j'ai mes règles, je suis dehors toute la journée. Sinon, si je suis, en plus avec le confinement, ça a été horrible. J'étais pliée en 12 alors que ça m'est pas arrivé depuis des années. Donc voilà. Peut-être des petites choses comme ça vaut le coup de tenter, puisque là, dans ce cas-là, quand on respecte les dosages qui sont marqués sur les boîtes, à savoir 1000 à 2000 unités UI par jour maximum de gouttes, donc en automédication au maximum, bon, ça vaut le coup de tenter. Au-delà, encore une fois, on consulte des Et, professionnels. parce qu'en fait, la vitamine D, il y a pas vraiment de preuves scientifiques suffisantes pour dire que c'est bien pour l'endométriose, mais par contre, si on regarde ce qu'elle fait dans l'organisme et la prévention qu'elle peut amener sur les infections hivernales, sur les problèmes respiratoires, sur le risque de cancer, sur des tas de problèmes de santé, plus le fait qu'elle a quand même des actions bénéfiques dans l'endométriose, à savoir anti-inflammatoire, anti-prolifératif par exemple, on n'a que des arguments pour. Donc, je pense que c'est un truc intéressant pour tout le monde et particulièrement si vous avez de l'endométriose. Voilà. D'accord. Et une fois, OK. j'avais dit à un de mes collègues avec le confinement, justement, je ne peux pas prendre le soleil, j'ai pas qui est anti-inflammatoire, ils m'ont tous regardé comme ça. Bah oui, vitamine soleil, vitamine D, pas de douleur, pas de soleil, enfermé. Ouais, aïe, aïe. Des questions. Après, on passe à la CRP si tu veux. Voilà, donc là, honnêtement, je pense qu'on va passer à la CRP. Voilà. Parce que les questions, sinon, je pense qu'on va faire Sinon, un live non, juste sur la vitamine D. On peut j'ai faire dit ça que aussi si tu veux. la C'est CRP. mal parti, ça fait déjà 30 Ouais, minutes. je vais essayer de. Allez, j'y vais. La CRP, donc votre médecin vous a peut-être mis sur votre prise de sang la CRP ou en français la protéine C réactive. Alors, c'est un marqueur inflammatoire. C'est une protéine qui est produite quand on a un syndrome inflammatoire. Donc, c'est plutôt un marqueur de l'inflammation. Donc, alors là, une petite chose à savoir tout de suite, en micronutrition, très important, on utilise la CRP ultra sensible. Donc, en anglais, c'est HSCRP ou en français CRP-US. Voilà, donc c'est la CRP ultra sensible. La différence, c'est un dosage bien plus précis qui permet d'évaluer l'inflammation de bas grade, de l'inflammation à bas bruit. Ça veut dire l'inflammation qui ne serait pas détectable par le dosage classique et qui permet de voir si on a un risque cardiovasculaire notamment ou autre. Et du coup, c'est vraiment la CRP très sensible qui permet
le dosage de la CRP ultra sensible qui permet de voir l'impact de l'alimentation. Voilà. Si vous D'accord. avez un virus, si vous avez un virus, que vous êtes malade, une bonne grippe, vous faites votre CRP, elle est explosée, elle est super haute parce que votre corps est en train de produire de l'inflammation pour se débarrasser du virus. Ok. C'est normal d'avoir de Mhm. l'inflammation quand on a un agent pathogène dans le corps. Vous avez une mauvaise bactérie, vous avez un virus, vous faites de l'inflammation. C'est tout à fait normal, c'est pour activer le système immunitaire. Par contre, euh, l'alimentation et l'intestin peuvent générer ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit qui est plus sournoise, qui est moins forte et qui peut abîmer le corps, qui peut causer des maladies chroniques. Donc, c'est ça qu'on va permettre, c'est ça qu'on va doser avec la CRP ultrasensible. Donc, si vous Ah, voyez que votre je vais. CRP, elle est inférieure à 5, parce que c'est la norme pour la CRP normale, vous sautez, vous dites, chouette, ma CRP est dans les normes. Vous Elle est faites à votre, 2. voilà. Et ben, 2, si tu fais ta CRP ultra sensible, peut-être que le dosage sera un peu plus précis. On mettra la virgule et on aura le dosage exact. Et les normes de CRP ultra sensible, c'est plus bas que ça. Il vaut mieux être inférieur à 1 pour dire qu'on n'a pas d'inflammation. Donc, c'est un truc que je vous conseille de faire. Ce n'est pas le truc absolument indispensable parce que euh, On le sait en général, hein, quand on a de une chose, l'inflammation à bas et bruit, on la peut faire, CRP hein. ultrasensible étant remboursée, demandez-la à votre médecin, ça sera pas mal. Donc ça D'accord. permettra de voir si votre alimentation anti-inflammatoire tient la route, si ça a un impact, votre CRP ultrasensible va bouger. Voilà. Alors que la D'accord. CRP classique, peut-être que ce ne sera pas assez sensible pour voir si l'alimentation a un impact ou pas. Ok, donc j'essaye encore de vulgariser. Là, en gros, la CRP ultra sensible, c'est la CRP avec plus de chiffres après la virgule. C'est les En capteurs tout cas, de mesure qui sont plus fins. en tout cas, mesurer en laboratoire avec des techniques plus sensibles pour Oui. détecter ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, en fait, c'est en anglais, c'est low grade inflammation, c'est l'inflammation à bas bruit. C'est une inflammation qui, euh, qui à ce niveau-là, pourrait Bah, passe inaperçue en fait, hein. de passer inaperçue et pas Elle passe forcément inaperçue. déclencher des douleurs. Donc, celle-ci, on peut la doser de façon sensible. Bah, de toute Et façon, c'est ça qui est intéressant. si tu me dis que c'est inférieur à 2 à la CRP lambda que j'ai passée, effectivement, c'est pas les mêmes capteurs en termes de sensibilité. Donc, Exactement. voilà, en gros, c'est le même examen, mais avec des appareils plus sensibles, plus Exactement. Ouais, précis pour on peut dire ça. mesurer des quantités plus petites. C'est Voilà. Et manipuler le c'est vraiment calcium. cette CRP-là qu'on dose en micronutrition. Voilà. C'est ça D'accord. Du coup, qui est- voilà. bon, moi, comme j'ai deux, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que je peux revoir mon assiette, quoi. Elle est perfectible. Elle n'est pas encore optimale. J'ai bien compris. Alors, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Donc, ensuite, là, on passe à la suite. Yes. Euh, La suite, alors je fais juste une petite parenthèse rapide parce qu'on va pas avoir le temps de tout dire. Si vous êtes fatigué, complètement claqué, euh, déprimé, etc., faites un bilan thyroïdien, puisqu'il y a quand même assez souvent des femmes atteintes d'endométriose qui ont des soucis de thyroïde. Donc, je vous conseille un bilan thyroïdien complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites les dosages, votre médecin vous fait les dosages classiques, la TSH qui n'est pas l'hormone thyroïdienne, qui est une substance, une stimuline que sécrète le cerveau, en fait, pour commander à la glande thyroïde de fabriquer des hormones. Ça, c'est ce qu'on utilise pour voir si euh, le corps est déréglé au niveau des hormones thyroïdiennes. C'est le dosage de base. Après, ça serait important aussi de doser aussi les hormones thyroïdiennes, la T4 et surtout la T3, la vraie hormone thyroïdienne active. Donc en gros, d'avoir un bilan thyroïdien complet. Et si possible, d'avoir la totale, puisqu'il y a des choses qui impactent aussi le fonctionnement thyroïdien, le statut en fer avec la ferritine, la vitamine D, le rétinol, la vitamine E, la B12, la B9, le sélénium et l'iode. Tout ça, alors si vous allez voir un micronutritionniste, c'est pas vous qui allez décider de faire ça, hein. Si vous allez voir un micronutritionniste compétent et qui veut vous faire un bilan thyroïdien complet, il va vous faire doser tout ça. Pourquoi? Parce que bon, l'iode, si on est en hypothyroïdie fruste, une hypothyroïdie légère,
il se peut que l'iode, le manque d'iode soit responsable. Dans certains cas, ça peut être ça. Et d'autres micronutriments. Hypothyroïdie, tu vois à quoi? C'est ce niveau de la thyroïde, c'est gros, c'est petit, c'est. Alors, Ça n'a déjà rien à aussi, voir. si, ça aussi, c'est un rapport. Alors, ce qu'on appelle le goitre, c'est le gonflement au niveau du cou. Ça, c'est quand on a franchement une bonne hypothyroïdie. Donc, mais on ne va pas le juger comme ça. Les symptômes doivent vous alerter. C'est plutôt ça que je veux vous dire. Si vous D'accord. êtes fatigué, bon, a priori, quasiment toutes les femmes qui ont l'endométriose sont fatiguées. Bon, Grave. déjà, c'est pas spécifique. Mais la fatigue, la dépression, bon, vous allez me dire, vous êtes toutes un peu déprimées à cause de l'endo. Bon. Ensuite, euh, les doigts gonflés, voilà, la rétention, les doigts qui gonflent, la peau sèche, surtout sur les jambes, euh, les poches, les yeux gonflés le matin, voilà, les doigts gonflés, les yeux gonflés le matin, euh, la perte de cheveux, mais ça peut être aussi lié au fer, toutes sortes de symptômes comme ça, la prise de poids, genre vous mangez pas plus que d'habitude et vous prenez du poids, tout ça, ça doit vous faire penser à l'hypothyroïdie. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. On peut aussi avoir de l'hyper. Et dans ce cas-là, l'hyperthyroïdie n'est pas bonne du tout pour l'endométriose. Ça a tendance à activer l'endométriose. Mais en tous les cas, si vous avez quelques symptômes qui coïncident avec des symptômes d'hypothyroïdie, qui ne sont pas tous spécifiques, hein, c'est des symptômes qui sont propres, enfin qui sont communs à plein de maladies différentes ou plein de problèmes de santé différents, faites un dosage, faites un bilan thyroïdien complet qui comprend la TSH, les hormones thyroïdiennes et tous les cofacteurs dans le fonctionnement thyroïdien. La vitamine D, par exemple, permet aux hormones thyroïdiennes de pénétrer dans la cellule. Imaginez que vous avez des taux d'hormones thyroïdiennes corrects à la prise de sang, bon, ça va. Et en fait, vous avez tous les symptômes de l'hypothyroïdie quand même, parce que les hormones ne rentrent pas dans les cellules à cause du manque de vitamine D. Donc, vous voyez, la D'accord. vitamine D, elle joue aussi là-dessus. C'est pour Ouais, ça que c'est vraiment la donnée ouais, voilà. d'entrée quasiment, quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça en premier. Voilà. Faites doser la vitamine D en tout premier. Donc, le bilan thyroïdien, si vous avez des symptômes comme ça, pensez-y, demandez à votre médecin. Si vous voyez un micronutritionniste, je pense qu'il va tout de suite vous poser les questions. Et ça se voit d'ailleurs avec les questionnaires qu'on remplit en papier ou à l'informatique. On voit ce genre de truc qui saute aux yeux avec les symptômes. La personne dit je suis fatigué, je suis déprimé, j'ai grossi, etc. Bim, ça fait penser à des problèmes de thyroïde. Voilà. Ou ça peut être le contraire. L'hyperthyroïdie, c'est plutôt une personne qui dort plus, qui est nerveuse, qui dort plus, qui maigrit. Voilà. Ça peut être aussi des symptômes d'autre chose, hein. Voilà. Oui, Dans c'est juste des choses qui doivent nous tous les cas, alerter en gros, case médecin, quoi. Mais sachez voilà. que, en plus, si on vous le dit, ça a un impact sur l'endométriose, puisque c'est quand même un peu l'objet du groupe. Donc, Ah, savoir que dans les tout deux sens. problème de. C'est-à-dire que s'il y avait de l'hypothyroïdie, ça viendrait rajouter encore de la fatigue et des soucis de santé en plus de l'endométriose. Et s'il y a de l'hyperthyroïdie va favoriser l'endométriose. Donc, dans les deux cas, c'est bien de faire le point. Voilà, ok. Voilà. Et là, tu Euh, m'avais dit le soja, mauvais plan, histoire que, parce qu'on avait fait alors, parler un peu du si soja. c'est de l'hypothyroïdie, oui. Si on a déjà une hypothyroïdie légère ou même plus importante, ça risque d'empirer. Voilà. Euh, alors Alors après, là, les études, pardon, on vient de les me études sur demander. le soja et la thyroïde ont quand même montré, pour être rassurant, que si le statut en iode est très bon, ça ne joue pas. Statut en iode, vulgarise. Ouais, Ça veut dire si c'est-à-dire on a le le fait plus d'iode. c'est-à-dire si la personne a beaucoup, à la fin, a de l'iode bien, elle a un bon niveau d'iode dans l'organisme, le soja ne va pas impacter ou pas beaucoup impacter. Si la personne elle a une iode très basse, souvent, plus souvent les végétariens et les véganes, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de produits de la mer, et ben là, bon, même bien qu'on puisse trouver de l'iode dans d'autres aliments, et parfois les véganes font attention à ça aussi, mais on a quand même plus de chances d'être bas. Si l'iode est très basse, le fait de manger du soja, ça peut encore plus favoriser l'hypothyroïdie. Voilà. D'accord, Donc, du ok. coup, par rapport à ça, faites gaffe et faites un bilan thyroïdien si des signes vous alertent.
Donc là, tu parlais des questionnaires tout à l'heure. J'ai une petite question. Où peut-on trouver ces questionnaires? Et ben ça, vous les trouvez. Enfin, le faire vous-même, ça, on peut vous chercher, vous trouverez peut-être, mais ça sert à rien parce que il faut l'interpréter. Donc, généralement, c'est les thérapeutes médecins, naturaux, diète, ostéo, kiné, qui font la micro-nutrition, qui ont accès à ces questionnaires, soit informatiquement parlant, soit avec du papier. C'est quand même plus facile par l'informatique. C'est pas vous qui allez les chercher parce qu'après, il faut les interpréter. Donc, si vous avez des graphiques avec des machins, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Si vous avez des scores, vous avez G6, G15, des machins, ça ne vous sert à rien parce que vous ne savez pas l'interpréter. Donc, c'est pas la patiente qui va elle-même chercher son questionnaire à droite à gauche. C'est quand vous allez consulter un micronutritionniste qui va vous envoyer par un lien, par un mail, le questionnaire ou qui va vous donner un truc à remplir. C'est pas vous qui le D'accord. cherchez. Donc, c'est pas la peine de Donc, chercher vous-même. On voilà, vous c'est propose. dans la mesure où on ne saura pas l'interpréter, ça a que très peu d'intérêt de le faire soi-même et donc de le Exactement. chercher. Ouais, tout à fait. Ok. Bah écoute, merci pour ce point sur le bilan thyroïdien et les bilans et J'ai les pas fini. questionnaires, pardon. Ah, t'as pas fini, pardon? Ah, j'ai fini. J'ai fini pour la thyroïde. Pardon, excuse-moi. Alors, j'ai encore deux, trois petites choses. Un autre bilan super important, je fais vite, promis. Un autre bilan super important pour la micro, que je préconise tout le temps. Bon, après, il y en a qui le font ou qui le font pas parce que ça coûte 80 euros, 80, 90 sur les labos. Acide C'est gras membranaire. les acides gras membranaires, voilà. T'as vu? Ça s'appelle les acides gras membranaires ou globulaires, c'est pareil, hein, voilà. Ou le statut en acide gras, c'est pareil. C'est les acides gras qu'on va doser avec une prise de sang. C'est pas dans le plasma dans le sérum qu'on va mesurer ça, c'est dans la membrane des globules rouges. En gros, on vous tire un tube de sang, ok, un ou plusieurs, je ne connais pas la quantité exacte. On fait une prise de sang et dans le sang, on va regarder dans la membrane des globules rouges la composition en acide gras de la membrane des globules rouges. Et c'est un peu, entre guillemets, la photographie par extrapolation des acides gras qu'on aurait dans d'autres cellules du corps, qu'on aurait dans le cerveau, qu'on aurait dans les membranes d'autres cellules, dans les membranes d'autres organes, par exemple. Donc, ça reflète plus ou moins, par extrapolation, les acides gras qu'on aurait dans le corps ailleurs. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de vérifier si nos acides gras essentiels, ceux qui ne peuvent être apportés que par l'alimentation, bah, sont consommés en quantité suffisante, notamment les oméga 3. Donc, ça permet de voir si on a un bon statut en oméga 3, EPA, DHA, ceux qui sont vraiment anti-inflammatoires. Ça permet de voir si on a un bon statut quand même en acide gras oméga 3, ceux qu'on trouve dans les végétaux, l'acide alpha-linolénique. Ça permet aussi de voir si on n'a pas trop d'oméga 6 acide arachidonique, celui qui fait le plus de mal et celui qui est le plus méchant pour l'endométriose. Ça permet aussi de voir les acides gras saturés, l'acide palmitique notamment. Ça permet de voir les acides gras trans. On peut voir si, par exemple, chez un consommateur de frites, d'aliments panés, d'aliments industriels, d'aliments surcuits, de graisses cuites, etc., s'il n'a pas trop d'acides gras trans. Et donc, à partir de ces résultats, eh ben, on peut changer l'alimentation, voir si c'est nécessaire, prendre un complément d'oméga 3, par exemple. Voilà. Super, c'est assez utile, je dirais, pour faire le point. Mais là, pareil, hein, je résume. Donc, en gros, ce bilan acide gras membranaire ou acide gras globulaire ou statut lipidique, c'est quoi tu dis? Statut Statut, en acide gras, voilà. statut en acide gras. En gros, ce bilan qui est entre 80 et 90 euros, il a surtout la vertu de faire le point sur notre consommation en graisse en général et de Oui, pouvoir vérifier qu'on est bien au niveau des oméga 3, oméga 6. Et et puis aussi après, du rapport entre les 6 et les 3. Si, par exemple, il y a beaucoup trop de 6 par rapport aux 3, ça va être inévitablement un générateur d'inflammation.
Parce Oui, que forcément. les oméga 6, et particulièrement l'acide arachidonique, est le précurseur de la prostaglandine de série 2, celle qui fait de l'inflammation et celle qui est impliquée dans l'endométriose. Donc, D'accord. je prends un mauvais exemple. Bon, je fais exprès, hein. Une personne qui mangerait des saucisses, de la charcuterie, de la Et viande des produits grasse, laitiers. des produits laitiers, du beurre, de la crème, des fromages, euh, voilà, et du fast-food, etc., il aurait forcément un acide arachidonique trop haut, ça c'est sûr, hein, 100%. Voilà. En contrepartie, il ne mange pas de poisson gras, il ne prend pas de compléments, il ne mange pas d'oméga 3 végétaux. Ces oméga 3 sont Roi des à la pâquerettes. ramasse. Voilà. Inévitablement, son ratio est mauvais et inévitablement, il produit de l'inflammation parce que les prostaglandines sont fabriquées dans l'organisme à partir d'acides gras essentiels, des acides gras qu'on a avalés. C'est pas possible, ils ne sont pas fabriqués par magie, par le foie ou autre. C'est ça. Ces acides gras. Essentiel voulant dire qu'on en a besoin et donc il faut les manger. Tu peux les reciter, s'il te plaît? Alors, ceux sur lesquels vous devez particulièrement faire attention, les plus importants, c'est les acides gras oméga 3 à longue chaîne, c'est-à-dire l'EPA et le DHA, EPA, DHA, ceux Mhm. qu'il y a dans les poissons gras, sardines, maquereaux, pour faire simple, truites, saumon, hareng, anchois aussi, dans les œufs, dans le jaune d'œuf, particulièrement si ce sont des poules qui sont élevées aux graines de lin, c'est là où on a les oméga 3 longue chaîne, ou dans les capsules d'huile de poisson, ou dans les capsules d'huile d'algues pour les véganes, parce qu'il existe des équivalents pour les entièrement végétaliens. Ça, c'est les oméga 3 les plus importants. Ensuite, les oméga 3 du règne végétal, c'est l'alpha-linolénique qu'on a dans le colza, le lin, le chanvre, les noix, la cameline. Ça, c'est important, moins important, parce que ça, c'est pas directement anti-inflammatoire, attention. C'est important d'avoir un taux correct, plutôt pour faire barrage aux oméga 6, mais ce n'est pas directement anti-inflammatoire. Ça, c'est bien d'avoir un taux correct, sans exagérer. Voilà. Ça, c'est les acides gras sur lesquels il faut faire attention. Et ceux qu'il faut éviter de consommer en excès, c'est les acides gras, c'est les oméga 6 qui sont présents dans les autres graisses animales, les oméga 6 qu'on aura dans les graisses laitières, les oméga 6 qu'on aura dans la viande grasse, qu'on aura dans les charcuteries. Ça, c'est ça les oméga 6 qui font le plus mal. Voilà. Après, il y a D'accord. les Donc, oméga par exemple, l'autre jour, on a eu une recette qui était juste hyper inspirante, en fait, avec des merguez. Et on s'est toutes posé la question, mais quid des merguez? On peut manger des Non, merguez? alors S'il te quid plaît. non, non, quid alors des merguez, vous aurez de la graisse de mouton ou d'agneau. Ça, c'est hyper gavé en acide arachidonique et en acide palmitique, en graisse saturée. La graisse présente dans les saucisses, que ce soit du mouton ou du porc, ça, c'est kiff-kiff, hein, ça fera pareil. C'est toujours autant inflammatoire. D'accord. Dans la charcuterie, particulièrement si elle est grasse, c'est des mauvaises graisses, ça faut être clair, hein. Il n'y a pas de bonne merguez saine, on va dire. Ça veut pas dire que, ça Des veut pas merguez dire, cuites à la vapeur. non, non, ça veut pas dire que c'est interdit si pour Oui, vous, votre kiff, c'est une merguez, ben, un jour faites une merguez, mais sachez que ça ne va pas être des graisses saines, ça c'est clair et net. Voilà. voilà, c'est-à-dire que ponctuellement, voilà, mais comme le groupe, le thème, c'est anti-inflammatoire, c'est donc pas une recette qu'on peut stocker dans nos albums, quoi, Après, en clair. c'est la dose qui fait le poison, hein. C'est comme tout, hein. Il y a, Ah, d'accord. euh, c'est-à-dire qu'une merguez par an, ça fera peut-être rien. Voilà. Oui, bien Par contre, sûr. une personne qui mange des tonnes de charcuterie grasse, peu importe l'animal, parce que de toute façon, les graisses saturées qui sont mises dans les saucisses, que ce soit de la graisse de porc, de la graisse de mouton, c'est pareil, hein. c'est Moi, c'est c'est de des la graisse graisses saturée. riches en graisses saturées. Même la graisse de bœuf, hein, voilà. Bah, du coup, ça va être quand même pro-inflammatoire. Via deux acides gras principaux, l'acide arachidonique et l'acide palmitique, qui est un acide gras qui est beaucoup représenté dans les graisses animales. Donc, je dirais non, ça va pas le faire. Après, l'alimentation, c'est une sorte d'équilibre. Donc, il faut faire Oui, en il ne s'agit pas fonction. de se flageller. La recette, on l'a Non, validée parce qu'en vrai, on n'en savait rien. il faut faire en fonction de tout. Déjà, mangez pour vous. Mangez pas pour faire plaisir à votre famille, pour faire plaisir à votre conjoint Ça, ou je c'est ne la sais qui. base. Mangez pour vous. Faites pour vous. Ensuite,
l'alimentation, c'est fonction de plein de trucs. C'est fonction de la culture, de la famille, toutes sortes de choses, de- c'est du psycho-affectif, de plein de trucs. C'est sexuel, comme je te l'ai toujours dit, c'est sexuel la bouffe. Donc, faites au mieux, mais voilà, il faut savoir ça. Donc, le bilan des acides gras membranaires que je préconise pour faire les rectifs au niveau alimentaire, Alors très attends, là, important. on me pose une question. Oui, Et dis-moi. là, ce qui après m'amènera une deuxième question. On est à 55 minutes. On veut essayer de tenir dans 1 heure, ce Ouais, qui est j'ai presque encore deux, trois petits trucs, raté. mais on va y Donc, du coup, voir comment tu veux qu'on procède par rapport aux sujets qui suivent, parce que là, j'ai plusieurs questions. Pour Dis-moi, se dis-moi les questions. supplémenter, voilà, Ouais. peut-on se supplémenter en oméga 3, en automédication? Les quantités max, merci. Oui, alors généralement, quand on fait de l'auto-complémentation en oméga 3, souvent on prend 500 mg EPA DHA cumulé. En gros, vous avez une capsule, souvent c'est des grosses, grosses capsules, ou, Ouais, dégueulasse. ou plusieurs petites, qui au total font 500 mg d'EPA plus DHA. Alors, je donne un exemple. Euh, Par exemple, vous prenez de l'Oménutrix, dedans, dans une grosse capsule, il y a 300 d'EPA et 200 de DHA de mémoire. Bah, une capsule fait vos 500, quoi. Voilà. Donc, généralement, on prend ça. Après, on peut prendre plus. Euh, Est-ce Moi, qu'il y a un j'aime pas risque de trop. surdosage? Alors, il n'y a pas vraiment de gros risques. On peut prendre jusqu'à plusieurs grammes d'oméga 3. On peut prendre 3 grammes d'oméga 3 par jour, 3000 milligrammes. Par contre, après, attention, il y a un truc que j'ai souvent remarqué. Si on n'a pas un bon statut en antioxydants, c'est-à-dire en vitamine E, en coenzyme Q10 dans l'organisme, on va avoir des difficultés à supporter la quantité d'oméga 3 qui sont très oxydables dans l'organisme. En gros, si vous avez beaucoup d'oméga 3 dans votre corps, ils peuvent rancir dans votre propre corps. Et pour éviter que ça rancisse, que ça s'oxyde dans le corps, on a besoin d'antioxydants. Il faut se méfier parce que plus on augmente les oméga 3, plus il faut d'antioxydants avec. Et Les euh, antioxydants, c'est les végétaux. Parce que là, on est quand même dans une partie relativement alors, automédication. oui Donc, et non. Alors, oui, oui, oui et non. C'est-à-dire que tu as dans les végétaux des antioxydants de toutes sortes et tous n'ont pas le même effet. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il mais faut déjà en globalement, premier qu'il y ait dis-moi. il faut en premier lieu qu'il y ait les antioxydants qui protègent les membranes cellulaires. Donc la vitamine E, Mhm. comme la vitamine E, une fois oxydée, elle se régénère grâce à la vitamine C, il faut de la vitamine C. La vitamine C, elle est régénérée par le glutathion, enfin, il y a toutes sortes de chaînes. Donc, en gros, il faut tous les antioxydants. Donc, Mais avoir c'est une vrai que, alimentation très riche et très variée en voilà, végétaux pour pouvoir. mais que si personne prend des doses importantes d'oméga 3, Bah, on en arrive à ce qu'on disait avec la micronutrition, c'est qu'on ne peut probablement pas. qu'il faudra un produit de micro avec des antioxydants en plus pour pas que les oméga 3 à forte dose fassent des dommages collatéraux. Donc, autrement C'est pour dit, ça que pour moi, je répondre à ta question, peut-on se supplémenter en automédication, en oméga 3? Franchement, pas vraiment, alors, parce que sinon, ça va alors, coûter cher pour avoir de moindres résultats. non, en Si tu fait, vas dans des. si tu peux, mais à 500 mg PADHA, quoi. Là, c'est Voilà. comme la vitamine D. La vitamine D, vous prenez 1000 à 2000. Les oméga 3, vous prenez 500 mg EPA-DHA cumulé, ça va. Par contre, attention, c'est pas 500 mg d'huile dans la capsule, hein. Votre Ouais, je me capsule, suis elle fait peut faire avoir. 500 mg, ça ne veut pas dire qu'il y a 500 mg d'oméga 3 dedans, attention, hein. Il faut regarder l'étiquette, hein, ça n'a rien à voir, hein. Ça, faut Donc faire 500 attention. mg de PA DHA dans la gélule, enfin dans Voilà. le cumul de gélules. Prenez le taux de PA, le taux de DHA, vous faites l'addition, vous regardez combien ça fait, et vous prenez 500. Voilà. Voilà, au max 500. Voilà, après, on peut prendre moins, on peut prendre plus. Après, il vaut Mais mieux être plus, renseigné. il vaut mieux être suivi. Ouais, je Parce pense que qu'il vaut sinon, mieux. après, ça va être du gâchis, en fait, puisque là clairement, c'est super technique. Toi, dans ta cuisine, cuisine Q10, laisse tomber. Vaut mieux Non, non. jusqu'à Non, 500, comme la vitamine D. tu as des quantités qui sont sans danger. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait prendre plus sans danger, mais moi, je sais que par rapport à l'oxydation, je fais plus gaffe. Parce que l'endométriose, c'est une maladie où il y a énormément de stress oxydatif. Donc, votre Mm. corps, il est bombardé de radicaux libres.
il y a beaucoup d'oxydation, bah, vous mettez dans votre corps un truc qui est super oxydable, bah, ça s'oxyde. C'est pour ça que Voilà. mettez-en pas des tonnes, faites gaffe à ce que vous Pas tout faites. seul. Voilà. Donc la Après, il ne faut pas consommation, oublier un truc, hein, c'est que le complément en lui-même, quand on commence à rentrer dans l'endocorpsphère, on a tendance à chercher des choses très qualitatives. Ça a un prix, ça a un coût. C'est quand même dommage d'acheter des compléments de qualité et de se sursupplémenter au-delà des doses prescrites par la boîte parce qu'on est en automédication et de perdre en résultat parce qu'en fait, derrière, il y a toute une chaîne tout à d'oxydation qui fait. s'est mise Et en en place. plus, Donc, et en plus, ouais, et en plus, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au coût. Les oméga 3, s'il y a un truc où il faut prendre des marques chères et qualitatives, c'est ça. Parce que les oméga 3 pas chers, ça vaut rien. C'est des huiles qui sont oxydées, qui valent rien. Donc, c'est pas pour rien si dans le bouquin, je cite des labels et des marques en remonte ton particulier. bouquin, s'il te plaît. Ah là, L'alimentation anti-endométriose, il y a un chapitre complément alimentaire, c'est dedans. Là, j'ai mon autre bouquin qui est sorti en PDF et en version papier. Là, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas encore reçu. C'est Endométriose approche naturelle, dans lequel vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet nutrinfo.fr, dans lequel j'explique les oméga 3, tout ça. Vous pourrez avoir ok, des infos. Mais dans celui-ci, par contre, là, je dis clairement les labels et les marques qui vont mieux prendre. d'accord. Euh, Donc là, on a une dernière question. Dis-moi les questions. À quel moment faudrait-il faire le test des acides gras membranaires quand on a commencé l'AI? Autrement dit, combien de semaines ou mois faut-il attendre pour observer du changement cellulaire? Ça, super question. Cette question est Je vraiment savais super. qu'elle te plairait. Voilà. Parce qu'en fait, les acides gras vont pas s'incorporer instantanément dans les membranes. En fait, il va falloir suffisamment longtemps pour changer les acides gras dans les cellules. Donc, il faut un mois et demi. Voilà, compter 6 semaines pour être bien. euh, après le début de l'AI. Voilà. Donc, faites-le. Après, si on est riche, si vous êtes riche, vous en faites tous les 3 mois, quoi, toute votre vie. Voilà. Par contre, 80 euros tous les 3 mois, ça va vous faire cher. Mais si vous voulez faire les choses bien, vous faites 2 mois d'alimentation anti-inflammatoire avec les bons oméga 3, etc. Et au bout de ces 2 mois, vous faites un dosage des acides gras membranaires et vous voyez ce que ça donne. Voilà. D'accord. Après, c'est bien aussi d'en refaire pour vérifier si ce qu'on a fait a un impact. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des bilans, mais après, il faut quand même vérifier. Si on fait un seul bilan et c'est tout, c'est mieux que rien, mais c'est mieux de vérifier après, dans un deuxième temps. Après, vous savez, je te rejoins, Fabien, mais tu connais ma position qui suis très, très animale, très dans l'intérieur, le ressenti et le vécu. Quand en général, tu as la bonne, enfin, quand tout s'équilibre, s'harmonise bien, tu souffres plus. Quand ça recommence à déconner, c'est que soit tu es en train de détoxiner, comme ça arrive à une des membres du groupe qui, après quasiment un an de régime strict, aujourd'hui se retrouve avec des douleurs, laisse tomber la neige, soit c'est que ce que tu fais, ça ne suffit pas. Et là, en fait, tu continues dans la lignée dans laquelle tu étais avant de commencer. Tu as ton corps qui te parle quand même. Maintenant, par rapport à ta démarche, par rapport à tes médecins, par rapport à plein de choses, les bilans ont du sens. Parce que parfois, bah oui, on le sait, ils ne nous prennent pas toujours au sérieux par rapport à l'alimentation. Il y a une fois une membre qui a failli se faire interner parce qu'elle devait voir un psychiatre parce qu'elle avait changé d'alimentation sans prescription médicale. Elle faisait de Ah ouais, l'orthorexie. Donc voilà, des sujets comme ça, oui, c'est vrai que c'est voilà, c'est pertinent de le faire parce qu'à un moment, ça permet de montrer aux médecins qu'on sait ce que l'on fait, qu'on sait de quoi l'on parle. Maintenant, on est érudit, ça ne fait pas de nous des médecins, des diététiciens ou des naturopathes, juste des patients avec un minimum d'expertise au niveau de son ressenti, de son histoire et de son vécu. Et donc, on a vérifié par le biais d'interlocuteurs privilégiés comme notre ami Fabien Piasco ou d'autres intervenants qu'il y a sur le groupe que effectivement notre démarche qui peut sembler un petit peu bizarre, un peu exotique, genre encore un truc de bonne femme quoi, elle a du sens. Voilà. Donc le Alors après, c'est bilan, sûr que si tu vois un médecin classique, un gynéco classique, ça veut dire qui ne connaît pas la micronutrition, il va avoir ce mauvais jugement. Par contre, si tu vas voir un médecin qui fait de la micronutrition, il va t'en ah oui, prescrire des tartines de trucs. Une des premières choses qu'il va faire, c'est les acides gras membranaires, etc., etc. Donc ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Après, sachez quand même pour info que les médecins
micronutritionnistes, souvent, ils ont un délai d'attente super long. Ça peut être presque un an. Ça peut être, pour certains, des coûts de consultation exorbitants. J'en connais deux, trois qui sont vraiment. Donc voilà. Mais c'est pas, c'est plus le fait de l'ignorance. C'est pas le fait qu'ils soient médecins, c'est le fait qu'ils connaissent pas cette spécialité. Voilà. Il y a des médecins qui connaissent très bien la micronutrition, qui sont super pointus. Ils vont prescrire les bons bilans. Mais vous allez voir un gynéco ou un médecin généraliste qui n'est pas là-dedans. Vous lui dites l'alimentation pour l'endométriose, il va lever les yeux au ciel, il va rigoler. Dans le meilleur des cas, il rigole. Dans le pire des cas, il vous sort à coups de pied aux fesses. Mm. Dans le pire des cas, il vous insulte. Ça peut arriver. Ça peut Mais arriver aussi. voilà, faut, c'est lui qui a un problème, c'est pas vous. Hein, rassurez-vous, quoi. Donc, ça existe. Et en plus, pour l'endométriose, on connaît on a quand même plusieurs études sur les oméga 3 que vous pouvez trouver dans mes bouquins. Voilà, vous comprendrez l'intérêt des acides gras et de bien les équilibrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe sur la dernière partie sur les intestins. Alors, écoute, non, rien à voir. Véro, quelle chevelure magnifique, c'est bouclé, c'est volume, cette définition. Bien joué. Fallait que je partage. Merci, ma chérie. Alors après, oui, effectivement, les intestins. Les intestins et après, j'arrête promis. Bah attends, là, on est là. Je te propose un truc. On est à 1 minute, 1h06. Ça fait plus d'une heure. Voilà, de deux choses l'une. Non, mais de deux choses l'une. Soit on le fait avec les FODMAP qui est le live d'après, soit ça va déborder, mais du coup, au niveau des. Non, mais là, c'est pas tout à fait en rapport avec les FODMAP et je vais faire vite. OK? D'accord, OK. Donc, les intestins, vous avez certainement les intestins très sensibles, irrités, inflammatoires, des fois poreux. Il existe ou avec des déséquilibres de la flore intestinale, vous avez deux, trois petites choses qu'on peut faire avec ça. Si on suspecte les intestins poreux, bon, avec les questionnaires de micronutrition, on remplit des cases. Si vous avez tel symptôme, si vous avez des migraines, si vous avez des maux de tête, si vous avez la langue chargée, si vous avez X trucs qui montrent une surcharge hépatique, on va penser à l'intestin poreux. Si vous avez de l'inflammation aiguë, on va penser à l'intestin poreux. Il existe quand même des tests pour mesurer si votre intestin est réellement poreux. Le meilleur test qu'on a, c'est la LBP, c'est la LPS Binding Protein. C'est la protéine de transport des lipopolysaccharides. En gros, dans votre intestin, vous avez des bactéries gram-négatifs, les Escherichia coli entre autres. Ces bactéries, elles ont dans leur membrane des débris qui peuvent passer dans le sang. Ok, on appelle les LPS, les lipopolysaccharides. Si vous avez ces débris bactériens qui passent dans votre sang, ça va engendrer toute une cascade inflammatoire. Enfin, je vous passe les détails, ça serait bon de vous expliquer. Donc les LPS vont induire de l'inflammation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les LPS n'ont rien à faire dans le sang. C'est des morceaux de bactéries, ça n'a rien à faire dans votre sang. Donc si vos intestins sont hyper étanches, enfin, en tout cas qui font bien leur travail de filtre, vous ne devriez pas avoir des LPS dans le sang. Si vous avez des LPS dans le sang, c'est qu'ils sont poreux. Donc plutôt que de doser les LPS, c'est compliqué en labo, c'est plus rare et plus compliqué, on dose une protéine qui transporte les LPS qui s'appelle la LBP, la LPS Binding Protein, LBP. Si vous avez une LBP élevée, c'est que vos intestins sont poreux comme une passoire. Ça veut dire que c'est la fête. Il y a tout et n'importe quoi qui passe dans votre sang qui n'a rien à y faire. Des bactéries, des morceaux de bactéries, des perturbateurs endocriniens, enfin bref, c'est la foire à la saucisse, quoi. Voilà. Et tout ce petit monde va engendrer des réactions inflammatoires. Donc, le dosage existe, c'est la LBP. Autre chose important, ce qu'on appelle le MOU ou les MOU, métabolites organiques urinaires, c'est en fait un dosage dans les urines. En gros, vous faites pipi dans un bocal sur toute une journée, en gros, et on mesure là-dedans ce qu'on produit certains germes dans votre intestin. Imaginez dans votre intestin, vous avez trop de bactéries ou trop de champignons. Ces petites bêtes sécrètent des molécules, des métabolites, qui sont absorbés par votre intestin, qui se retrouvent dans votre sang, qui ressortent par les reins et dans les urines. Donc, on mesure dans les urines. Et si, par exemple, il y a trop de D-arabinol, ça veut dire que vous avez
peut-être du candida. Si vous avez trop d'indicants, c'est peut-être que vous avez trop de bactéries. Voilà. Et en gros, ça dit si vous avez une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale. Et ça permet de voir quel type de dysbiose. Est-ce que c'est des bactéries? Est-ce que c'est des champignons? Est-ce que c'est du candida albicans ou d'autres candidats? Est-ce que c'est le SIBO? Est-ce que c'est trop de bactéries? Ça peut répondre à certaines questions. Ça peut être intéressant de faire ça. Ça, c'est les métabolites organiques urinaires, MOU, qu'on abrège en mou. D'accord. Et donc, une idée des coûts du j'allais dire LBD, pardon, LBP et mou. Je crois que c'est 40 ou 60 euros. J'aurais dû regarder avant, c'est dommage. Mais ça coûte ouais, 40 ou 60, je ne sais plus exactement. Et D'accord. les mous, les métabolites organiques urinaires, le total, quand on fait tous les modules pour les bactéries et les champignons, ça coûte 140, 150 euros. Non remboursé. Hein. Donc, vous l'aurez compris, les filles, l'intérêt de tous ces tests, c'est surtout de savoir qu'ils existent. Si par moment vous avez des doutes, voilà, en discuter avec votre médecin, parce que c'est quand même un gros budget et mine de rien, on n'est pas médecin. Hein. Juste une précision, si vous dites à votre médecin, il y a Véronique et Fabien, ils m'ont dit. Sur Facebook. Non, ne dites pas ça. C'est pas ça à éviter. Mais si vous dites j'ai entendu parler du dosage des métabolites organiques urinaires, à votre médecin généraliste, il va vous regarder avec un air ahuri, il ne saura pas ce que c'est. Hein. Je vous préviens tout de suite. Même votre gynéco classique, il ne saura pas ce que c'est. Il n'y a que les micronutritionnistes qui savent ce que c'est. C'est pour ça que ce n'est pas tous les labos qui font ça. C'est des labos spécialisés. C'est les labos Synlab, les labos Barbier, voilà, c'est des labos en France ou en Belgique qui sont spécialisés là-dedans. Donc, si vous demandez ça à votre médecin, il ne connaîtra pas. Par contre, le micronutritionniste, lui, il va y penser tout de suite et vous fera faire ça. Donc, ça, c'est important. Donc, après, il y a encore d'autres tests sur les intestins, mais pour moi, ces deux-là sont déjà intéressants. Sachant Voilà. que le LBP, si vraiment on a des signes d'intestin poreux évidents, plutôt que de dépenser de l'argent, on part du principe qu'ils sont poreux et on fait comme s'ils étaient poreux. Ça évite Au parfois de faire des pire, ça va, enfin, au pire, ça ne passera à rien de plus. voilà. Quoi. Par contre, pour les métabolites organiques urinaires, ça, par contre, ça me semble bien, puisque des fois, il y a des gens qui sont persuadés d'avoir le candidat. J'ai le candidat albicans, ça, j'ai le candidat, j'ai une candidose chronique. La personne fait le test, elle a une dysbiose bactérienne, elle a trop de bactéries. J'ai déjà vu, c'est pour ça que Ou la personne dit, j'ai le candidat, j'ai le candidat, j'ai le candidat, elle fait le test, elle a un champignon, mais c'est pas celui-là. C'est d'autres champignons. Donc attention, il y a certaines années, tous les naturaux, tout le monde, enfin c'est pas que les naturaux, c'était la grande mode de la Du candidose chronique. candidat. Mm. Voilà, du candida albicans, de la candidose chronique. Tout le monde pensait qu'il avait une candidose chronique quand il avait deux, trois symptômes. Ça révèle si oui ou non. Et à la différence de la coproculture, de l'analyse des selles ou des anticorps, ça c'est plus fiable parce qu'on mesure à l'instant T ce que peut sécréter la bestiole. Si vous avez des anticorps, euh, il se peut qu'à l'instant T, vous n'ayez pas vraiment le candidat ou l'antibiote. Si vous avez une contre-culture négative, il se peut que ça soit un faux négatif. Donc là, les métabolites organiques urinaires, les mous, c'est vraiment plus fiable. Donc ça, c'est D'accord. si vous avez un doute, c'est aussi plus intéressant que le séquençage de la flore intestinale. On peut faire des tests hyper coûteux pour faire analyser toute sa flore intestinale. C'est super. Ce test-là, par exemple, il est à combien? C'est genre les 600 euros, je crois. Ouais, donc on ça, va rester sur le mou à 150 balles, qui est un sacré budget quand même. le pire, c'est que personne ne sait vraiment quoi en faire. Voilà, vous avez ça. Vous allez voir un médecin, vous allez voir un micronutritionniste, vous allez voir qui, Pierre-Paul Jacques, et tout le monde regarde le truc. Personne ne sait vraiment quoi en faire, ça sert à Personne ne rien. laisse l'interpréter. Et bon, tout de suite, on dit, ah bah là, il y a trop de champignons, on prend ci, on prend ça, on prend de l'huile de coco, on prend de l'acide caprylique, on prend des extraits végétaux de pépins de raisin, on fait ci, on fait ça, on prend de l'extrait d'ail, enfin peu importe. On peut traiter. Si c'est plus des bactéries, ben, on fait les régimes faibles en FODMAP, etc. Bon, il y a Dont on parlera lors d'un prochain live. Exactement. Par contre,
avoir la cartographie du microbiome de l'intestin, franchement, ça fait une belle jambe. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas assez Ah, on ne sait pas de l'utiliser, quoi. connaissances et surtout d'outils, surtout des outils pour répondre à ce problème-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, Mhm. peut-être que dans le futur, avec ça, on pourra vous donner des probiotiques fabriqués sur mesure pour vous. Voilà, vous appelez un tel, vous avez telle flore. On vous fabrique des probiotiques avec 50 souches différentes dosées pour vous, qu'on vous prendrez par la bouche ou même en suppositoire. On vous fera peut-être une greffe fécale. En gros, on prend du caca de quelqu'un d'autre qu'on place au blender, qu'on vous remet dans votre côlon. Ça existe déjà. Il y a des Mhm. trucs, mais ça se fera dans le futur. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, avoir des tests aussi pointus pour rien en faire, ça ne sert à rien. Alors que les métabolites organiques urinaires, ça peut être sympa de les faire. On aura quelques outils pour répondre à ce test. Voilà, Donc là, ça pour comme moi, on est, c'est l'essentiel. Enfin, c'est les trucs les plus importants. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. donc là, comme on était dans le coût des tests, donc je résume, vitamine D, CRP, c'est remboursé par la Sécu, même l'ultra sensible. Non, alors, la vitamine D, Non, non. vitamine Ça D, coûte c'est 14 euros, pardon. Vitamine D, 12, 14 euros. 12, 12, 13, 14, 15. Voilà, pour moins de 20 C'est 12, euros. c'est plus. Ouais. Voilà, CRP, la CRP ultra le sensible, elle est antigramme remboursée. membranaire, 80 euros au moins. Le bilan thyroïdien, Ça devrait être remboursé. Tout, sauf quand on dose certaines vitamines. La vitamine E, ça ne doit pas être remboursé, donc je crois. Le sélénium, l'iode, c'est pas remboursé non plus. Donc il y a deux, trois trucs qui sont pas remboursés. La iodurie, oui, l'iode, on dose l'iode dans les urines, et si possible, sur 24 heures, c'est mieux, pour avoir c'est ce qu'on appelle la iodurie des 24 heures. Voilà. Ça, c'est d'accord. pas remboursé. Mais en gros, Ah, ça, de toute façon, c'est pas vous vraiment qui allez dire à votre médecin, c'est plus un micronutritionniste qui va décider de ces trucs-là. Par contre, vous moi, c'est pouvez, pour se faire une idée du coup, hein. à votre échelle, vous pouvez quand même demander, si vous n'avez pas de micronutritionniste, demander la vitamine D. Et Et la CRP ultra sensible. CRP très sensible, au moins le bilan thyroïdien, même s'il est incomplet, déjà pour avoir un petit Donc départ. TSH, T3, Et les T4. acides membranaires, pourquoi pas. Euh, Après, c'est vrai que si vous ne savez pas l'interpréter, bon, généralement, les labos qui font le test Là, tu as donnent de la vulgarisation avec. une fiche avec et vous expliquent les acides gras et où sont les sources. Voilà. Donc, généralement, on peut se débrouiller, mais voilà. Voilà. Ensuite, pour les intestins, donc acide gras gravert, 80-90 euros. Pour les intestins, la porosité, c'est 40 à 60 euros. Pour le mou, c'est 140 à Oui, mais 150 euros. vas-y, continue. Je regarde sur mon ordi qui est devant moi, je vais te dire. Bah, en fait, c'est tout. J'ai fait le tour hein, pour le bilan. Alors, je vais te Le dire mousse, ça. tu m'as dit 140, 150 euros. Ouais, de mémoire 146. Après, ça dépend peut-être des laboratoires. Alors, je vais te Ah, bah, dire. enfin, ça donne un ordre d'idée, hein, surtout. Oui, c'est dans Que, ces eaux-là quand même. puis Si ça vous permet faites, aussi de. on peut aussi, mais c'est moins bien, faire que le module bactérien ou que le module fongique, c'est-à-dire doser les métabolites pour les bactéries ou les métabolites pour les champignons. Donc, le test, il coûte moitié moins cher. Par contre, euh, Et à moitié moins d'informations, quoi, pour le fait. exactement. Ouais, si on est persuadé d'avoir un champignon puis que c'est en fait un excès de bactéries, ben on a fait un demi-test pour rien, quoi. C'est dommage. Euh, alors, Surtout qu'il faut pisser dans un truc toute la journée, c'est chiant, quoi. oui. Alors, voilà, le mou par module 65 euros et mou complet 128. Ah, Voilà, d'accord, bon. pour un labo, je ne cite pas le labo, mais là j'ai devant moi. Et après, Ok. alors Là, on j'ai me dit une demande bêtise. est-ce qu'on peut te J'ai consulter? dit une bêtise sur le test de la flore intestinale, c'est quand même nettement moins, c'est dans les 200 euros. Après, il y a peut-être des tests plus complets tu as pensé dans les 200 euros. J'étais un peu comme toi, j'ai un peu C'est un peu exagéré. marseillais, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait? On disait LBP. Est-ce que j'ai ça dans mes trucs? J'espère, j'espère. Je ne le vois pas. Mince, je ne l'ai pas. Euh, je dois pouvoir trouver ça.
Alors, LBP, 43 euros. Bon, ben 43 voilà. euros. Mais Comme ça, ça, on a. bon, si vous avez des signes évidents d'intestin poreux, allez pas chercher midi à 14 heures. On peut traiter les intestins poreux avec plein de choses rapidement. Alors, la glutamine, la quercétine, la curcumine, la vitamine D, le zinc, l'argile, euh, certaines vitamines du groupe B, l'aloe vera, toutes sortes de trucs. Il y a énormément de choses pour l'intestin poreux. Et en premier lieu, éviter les aliments qui rendent les intestins poreux. Voilà, si on a l'intestin poreux, il faut falloir arrêter le gluten, clairement. Donc, parfois, il y a des trucs tout simples hein, qu'on peut faire. Donc, si vous avez des signes d'intestin poreux, voilà, faites comme si, sans forcément faire le test. Par contre, mou et vitamine D et acide gras membranaire, trois basiques, je dirais trois basiques en micronutrition intéressants pour l'endométriose, bien qu'on Ok. puisse faire des tas de tests. Hein. Vous pouvez en faire dans tous les sens, tous les bilans hormonaux complets, vous pouvez faire des tas de trucs dans tous les sens. Euh, mais bon, euh, ça, c'est les basiques. Voilà. D'accord. Bah écoute, cher ami, hein, je te remercie bien du temps que tu nous as consacré. Toi. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, les filles, si vous en avez, c'est maintenant. Oui, parce que là, on a encore débordé. Ouais, et ça va, on a été sages, hein, on n'est pas à 1h50. Hein. Donc, ça va. Mais donc, non, a priori, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, ben, merci de ta présence et merci de tes Merci bons à toi, conseils, de merci tes bons toyos. d'avoir suivi le live. Voilà, voilà. Donc là, 1h21 pour la transcription. Les filles, ne m'en voulez pas. Hein, on a fait ce qu'on a pu. Et on vous remercie beaucoup parce que ce live aussi va être transcrit. Bon, maintenant, quand? Hein, comme on fait ça sur notre temps libre, on fait ça comme on peut et quand on peut. Donc, il va être transcrit de manière à ce qu'il soit accessible aux malentendants et aux sourds. Voilà, sur ces. D'ailleurs, je remercie encore les filles de le faire. Je vous remercie bien, les filles, et les filles, Fabien. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Bisous, bisous. À bientôt. À bientôt.